Jeudi 10 juin, bienvenue à cette toute nouvelle édition du Balado du Centre-Ville, toujours animé par Max Boudreau et moi-même, Alexandre Tourigny. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir l'entraîneur des Black Jacks d'Ottawa. Il voulait qu'on sache vraiment parce qu'il a mis justement son chandail des Black Jacks, notre collègue et ami Charles Dubébret. Comment ça va, Charles? Ça va très bien, vous autres, les gars? Ça va très bien. Ça va bien, Charles. Parlant de chandail, Max Boudreau, est-ce que tu as mis un chandail de Noël un 10 juin? Eh oui. Écoute, deux choses. Je suis en train de déménager, donc ma boîte de T-shirts est rendue extrêmement petite, donc il y en a de moins en moins. Mais c'est aussi un chandail du Baby Yoda, donc c'est un clin d'œil à mon plus jeune Maddox, dont c'est sa fête demain. On l'appelle le Baby Yoda. Donc, bonne fête Maddox en avance. Mais oui, j'ai mon chandail de Noël et je le porte fièrement. Effectivement, bonne fête à Maddox. Très heureux également, comme je le mentionnais, d'accueillir Charles Dubébret. Charles, il y a des gens à la maison qui ne connaissent malheureusement pas notre amour qu'on partage pour François Pérusse. Écoute, chaque fois qu'on a la chance de faire un match ensemble, tu sais, oui, quand on part en pause, vous allez aux toilettes, vous allez vous prendre des chips, liqueurs, bière, whatever. Nous, évidemment, on prépare ce qu'on va dire lorsqu'on va revenir de la pause. Mais généralement, lorsque je fais des matchs avec Charles Dubébret, c'est à peu près 2 minutes et demie et 3 minutes de niaiserie en lien avec François Pérusse. Si bien que même quand on fait un match ensemble au Madison Square Garden de New York avec le fameux sketch de Pérusse, chaque fois que je commence un match avec toi et que c'est à MSG, simplement quand je commence à prononcer en direct du Madison Square Garden New York, RDS est fier de vous présenter, je suis à ça de rire et de collapser à chaque fois. Écoute, si tu veux la meilleure anecdote qui résume à quel point j'aime François Pérusse, j'ai un autre ami qui est un peu comme toi, Alex, puis on était en Chine, l'année où j'ai coaché en Chine, on était dans un bar, puis on a joué au jeu, en prenant une bière, on a décidé de jouer au jeu où, tu sais, il faut que tu te mettes le nom de quelqu'un de célèbre sur la tête, puis tu essaies de deviner en posant des questions, comme le nom qui a été mis. Puis avec mon chum, tous les deux, on avait Gritch Papa. Puis ça c'est, on l'a guessé du premier coup, tu sais, comme on le voyait. Mais pour moi, ça voulait tout dire. J'ai dit, il faudrait quasiment qu'un jour, j'appelle François Pérusse pour lui laisser savoir qu'en Chine, il y a 2 épais québécois qui sont retrouvés là, qui ont décidé, tu sais, qui ont pas écrit Jules César ou Michael Jordan ou, tu sais, quelque chose. Non, ils ont écrit Gritch Papa Twika, c'est la première chose à quoi ils ont pensé. Fait qu'à chaque fois qu'on est dans le studio à RDS, je repense aussi à cette anecdote-là. Puis je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui partagent notre passion, à mon avis. Oui, très, très bon. Et ce qui est drôle, c'est que je suis sûr qu'il y a des gens à la maison qui pensent qu'on est sérieux pendant 2 minutes 30 et tout et tout. Si vous saviez tout ce qui se dit hors d'onde, je pense que le show est aussi bon en onde que hors d'onde parfois. Messieurs, donc, si vous voulez bien, on va parler des séries éliminatoires dans la NBA. Maintenant, en deuxième ronde, il y a 2 formations qui sont dans le trouble et les 2 formations qui sont 3e tête de série, respectivement, dans l'Est et dans l'Ouest. Donc, les Nuggets de Denver qui tirent de l'arrière 0-2 contre les Suns de Phoenix. Également, les Bucks de Milwaukee tirent de l'arrière 0-2 dans leur série contre les Nets de Brooklyn. Les Nets qui ont eu James Harden essentiellement pendant 1 minute dans cette série-là. Harden ne disputera pas également le match numéro 3. Charles, je me souviens, au cours de la saison, tu nous parlais des schémas défensifs des Bucks de Milwaukee. On a tenté plusieurs schémas. Et là, défensivement, honnêtement, on est incapable d'arrêter les Nets de Brooklyn. Et non seulement on est incapable de les arrêter, on est incapable de marquer aussi contre Brooklyn. Oui, c'est ça qui est le plus inquiétant pour moi du côté des Bucks, parce que Brooklyn marque 115, voire même 120 points par match, je veux dire, on sait que c'est une équipe qui a cette puissance-là, puis ils ont tellement le luxe d'avoir des stars, des joueurs qui jouent 1 contre 1, fait que oui, d'un point de vue de coach, schématiquement, tu peux tenter plusieurs choses. Je vais dire, si tu réussis ton objectif, c'est que tu casses leur système offensif, donc ça se transforme en du 1 contre 1, puis la résultante, c'est qu'ils n'ont pas loin d'avoir les 3 meilleurs joueurs d'1 contre 1 de la NBA dans leur équipe, même quand il en manque un, ils en ont 2, c'est largement suffisant. Ils ont assez de joueurs qui peuvent mettre des 3 points comme Joe Harris, comme Landry Shamet, voire même Blake Griffin, qui a été très, très bon, particulièrement dans le match numéro 1. Donc, ils ont tout ce qu'il faut pour marquer des points contre toi, indépendamment de ton schéma. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que
Les Bucks de Milwaukee, au jour d'aujourd'hui, ils affrontent une des pires défenses de la Ligue. Eux, ils sont statistiquement une des meilleures attaques. Puis ils sont incapables de marquer des points. Puis je comprends que les Nets, comme je l'ai dit cette année, cette équipe-là, par définition, n'est pas très bonne. Il n'y a pas des très bons défenseurs globalement, mais c'est pas en saison régulière que Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden vont se mettre à faire des gros efforts de ce côté-là. Mais quand ils vont le faire, parce qu'ils vont le faire à un moment donné, ils ont les trois la capacité, surtout Durant. Durant peut être même un excellent défenseur quand il veut. Puis Irving et Harden, ils peuvent à tout le moins être moyens s'ils veulent. Et là, on le voit, cet effort-là. Et de l'autre côté, tu as Milwaukee qui, soudainement, je veux dire, tu vois Jeff Teague prendre des tirs de 3 points en transition. Tu vois Chris Middleton, la mauvaise version de lui-même. Tu vois Giannis tomber dans le panneau des fois, prendre des tirs de loin alors que c'est ce que les Nets fassent. Et même si on a utilisé Giannis quand même comme poseur d'écran, ce que je pense qu'il est une solution, je pense que quelque chose comme 33 appuyer là où ça fait mal. Les Nets jouent petit, ils font le choix de jouer petit. Et puis Lopez et Antetokounmpo et compagnie n'arrivent pas à prendre avantage physiquement, peut-être à l'exception du premier match. Là, je suis surpris. Si les Nets, pour moi, ce qui est la surprise, Milwaukee a vraiment autant de problèmes. Parce que je pensais que Milwaukee n'aurait pas de mise en avant contre la défense des Écoute, Charles, pour citer François Pérusse, je suis d'accord avec une partie de ce que vous dites, parce qu'on t'a perdu pendant quelques secondes, malheureusement, en raison des problèmes de connexion. Écoute, on n'est pas à l'abri de problèmes de connexion. Évidemment, tout le monde est à la maison. Max, qu'est-ce que tu as pensé des 2 premiers matchs entre les Nets et les Bucks? Album du peuple, tome 5. Écoute, excusez, c'était vraiment bien placé, celle-là. Il faut la garder au montage. Moi, j'ai trouvé le match numéro 1 a vraiment dicté. Je me suis dit, écoute, Milwaukee vont venir avec le couteau dans les dents. C'est à Brooklyn, il y a du monde. Il faut qu'ils gagnent un match sur 2 sur la route. Puis j'ai trouvé que, côté énergie, on n'a pas été capable de matcher un joueur comme Blake Griffin. Hey, Blake Griffin était partout au match numéro 1. Là. Il a eu des gros dunks. Il allait sur le plancher chercher le rebond. Je pense que je l'ai vu 3 fois de suite aller chercher un rebond sur le plancher, tu sais, le ballon 50-50. Puis, on dirait, du côté de Milwaukee, on a comme fait « Oh, hey, qu'est-ce qui se passe là? On n'est pas capable de matcher l'intensité de Brooklyn. » Après ça, tu dis « OK, c'est le match numéro 1, c'est un peu plus serré que ça. » Je regarde le match numéro 2, puis je pense que j'ai changé de poste après le premier quart. Écoute, c'était domination totale. Là, tu dis « Bon, James Harden n'est pas là. Techniquement, ça devrait être un match plus serré. On va avoir des ajustements. On va démontrer l'énergie, la même énergie qu'un Blake Griffin a démontré le match numéro 1. Mais ça a été flat là, du côté de Milwaukee. Comme tu dis, comme Charles disait, on a des joueurs en transition, tir des 3 points, que techniquement ne sont pas supposés de faire ça. Puis, on n'a pas su s'imposer physiquement notre présence versus un line-up de Brooklyn qui est plus petit, plus rapide. Et pour l'instant, là, j'ai bien hâte de voir le match numéro 3, mais c'est net avantage côté des Nets. On peut faire un jeu de mots poche à la François Pérusse. En fait, je pense que les jeux de mots de François Pérusse ne seraient pas poches. Donc, j'ai bien hâte de voir effectivement la suite de cette série-là. Est-ce que Mike Budenholzer joue sa carrière avec les Bucks de Milwaukee? Je sais que sur les médias sociaux, il y a des partisans qui demandaient sa tête, même à la demi du match numéro 2. Donc, ce sera à voir. Match numéro 3 qui sera donc présenté ce soir. On s'en va maintenant dans l'Ouest pour parler de l'autre tête de série numéro 3, les Nuggets de Denver et le joueur le plus utile de la dernière saison, Nikola Jokic. On a appris la nouvelle il y a 2 jours. Jokic devient le joueur repêché le plus tardivement, 41e au total, à être donc nommé joueur par excellence dans la NBA. Et c'est fou de savoir qu'il n'y avait personne entre le 16e choix au repêchage et le 40e. Il y a 2 joueurs qui ont été choisis 15e, Giannis et Steve Nash, qui ont gagné chacun 2 fois le titre de joueur par excellence de la NBA.
C'était les joueurs repêchés les plus tardivement et Nikola Jokic le méritait amplement avec une superbe saison. Quoique là, ça commence vraiment à se gâter du côté des Nuggets. Les Suns de Phoenix avec Chris Paul, c'est tout simplement formidable. Chris Paul qui s'était blessé dans la série contre les Lakers. On a senti peut-être qu'il y avait un inconfort du côté de son épaule dans le match numéro 1. Mais dans le match numéro 2, encore une fois, une performance brillante. Je vous laisse parler de cette série-là, mais simplement le temps de vous dire que les Suns ont remporté 5 matchs de suite. J'ai l'impression que les Suns de Phoenix sont de plus en plus forts. Et Chris Paul, dans cette séquence-là, 53 passes décisives, 4 revirements. Charles Dubébret, qu'est-ce que tu penses de cette série entre les Nuggets et les Suns? Est-ce que c'est une contre-performance des Nuggets ou c'est les Suns menés notamment par Booker et Paul là, qui font vraiment du bon travail? Est-ce qu'on a perdu Charles Dubébret? Je pense qu'on a perdu Charles. À mon avis. Ouais, Max, donc on va laisser Charles corriger ses petits problèmes de connexion. Est-ce que pour toi, c'est vraiment les Suns de Phoenix qui jouent très bien, comme ils l'ont fait depuis le début de la saison, ou c'est les Nuggets là, qui sont incapables de passer au niveau supérieur et sans donner d'excuses? Ben, encore une fois, c'est sans Jamal Murray. C'était correct en première ronde, mais plus on va avancer, plus on a besoin de talent aussi, là. Ben, t'as raison. Est-ce qu'on est en train de voir que finalement Denver s'ennuie de son meneur de jeu préféré? D'après moi, oui. Mais du côté de Phoenix, tu regardes le match d'hier et tu te dis, écoute, c'est pas un joueur là, qui nous a volé le match ou un joueur à cause d'un joueur qu'on a gagné. Tu regardes juste les statistiques, là. Le meneur, c'est Booker avec 18. Après ça, tu as Paul 17, Ayton 15. Bridges 16. Il n'y a aucun joueur de Phoenix du 5 partant ou même de l'équipe qui a tenté plus que 14 tirs. Donc, c'est vraiment, quand on dit là, cette victoire-là, c'est une victoire d'équipe, catégorisée équipe, c'est carrément qu'est-ce qui est arrivé. Là. De 1 à 5, on a plus que 10 points. Comme tu le mentionnes, Chris Paul, 15 à 6, il y a 15 passes décisives, 0 revirement. Ouais. Incroyable. J'ai joué avec un joueur super intelligent, John Boyer, que la dernière année de la NCAA, c'est lui qui était le meneur en termes de assist turnover ratio, donc le ratio de passes décisives revirement. Mais jusqu'à présent, là, écoute, là, 3 semaines en début des séries, il y a plusieurs personnes qui disent Phoenix, écoute, c'était une équipe de saison. Ils vont s'écrouler devant le talent des Lakers. Et tu vois, là, ils sont sur une lignée de 5 victoires de suite. Le vent dans les voiles. Du côté de Denver, ben, ça devient, on dirait, de plus en plus compliqué. Michael Porter Jr. n'a pas connu un bon match hier. Le 5 partant, Austin Rivers, comme Patso aussi, ont beaucoup de difficultés là, contre les gardes Booker et Chris Paul. Donc, avantage Phoenix, là, j'ai bien hâte d'entendre Charles là-dessus, qui est de retour parmi nous. Sur est-ce que Phoenix va balayer la série? On sort-tu les balais comme on vient de les sortir pour les Canadiens? Je ne sais pas si ça va être un balayage. Je pense que Denver, c'est une équipe qui a beaucoup de résilience, qui a beaucoup de... C'est un cliché, mais c'est une des équipes pour moi qui a le plus de dureté mentale, de toughness dans la NBA. Combien de fois ils se retrouvent dans des situations complexes. Je pense à l'année dernière, 3-1 contre le Jazz, 3-1 contre les Clippers, perdu le premier match contre les Blazers à domicile. Même Damian Lillard, max 55 points, bat des records, gagne le match en prolongation quand même. Ils se sortent souvent de situations comme ça. C'est une équipe très bien coachée par Michael Malone aussi. Je m'attends à voir Denver gagner au moins un des 2 matchs à Denver. C'est pas facile de gagner là-bas non plus, tu es en altitude. Mais les Suns, c'est une meilleure équipe. Je pense que les Nuggets sont la meilleure équipe quand ils ont Jamal Murray, mais à un moment donné, cette course-là des Nuggets allait s'arrêter quelque part. Moi, je pense que ça arrête là. C'est ce que j'avais prédit avant le début de la série. Je pense qu'ils peuvent opposer beaucoup de résistance parce qu'ils ont Jokic, parce qu'éventuellement, Porter va peut-être faire un match à 30 points. Mais à un moment donné, tu l'as mentionné, Max, tu sais, quand ton backcourt titulaire t'oppose Campazzo Rivers à Chris Paul, Devin Booker, ça va être dur de survivre ça pendant 7 matchs dans une série où il faut avoir de la création. Puis ce qu'on commençait à sentir, je trouvais à la fin de la série Nuggets-Blazers, c'est que
ça commence à être essoufflant pour Jokic de tout créer. Puis heureusement pour lui, il y a eu des performances exceptionnelles de Monte Morris, de Michael Porter, mais quand tu y réfléchis vraiment à quel point tu peux te rendre loin en te basant sur des performances de Monte Morris puis Michael Porter Jr. Tu sais, Porter Jr. est excellent, mais il est encore à un point où il est très jeune, il fait beaucoup d'erreurs défensives, il n'est pas excellent non plus pour créer son propre lancer, il est meilleur quand il peut lancer à 3 points par-dessus quelqu'un parce qu'il est grand ou quand il est en mouvement, mais c'est pas comme si tu peux juste lui donner le ballon, dire regarde, donne-nous un break, donne un break à Jokic puis crée ton lancer, Michael, tu sais, il n'est pas à ce niveau-là encore. Donc, pour moi, les Nuggets ont ce joueur-là, heureusement pour eux, mais malheureusement pour eux, il est blessé, il est sur la ligne de côté, c'est Jamal Murray, et sans lui, je ne les vois pas survivre aux Suns de Phoenix. Oui, parce que ultimement, lorsque ton joueur vedette en Jokic performe un peu moins bien, ben là, tu pouvais te dire, ben, c'est pas grave, Murray est là. Si Murray est moins bon, il y a Porter, mais à un moment donné, comme je le mentionnais plus tôt, ça prend du talent. C'est comme les Nets. Si tu as une soirée plus difficile pour Kevin Durant, ben Irving est là, Harden est là. Si Harden a une soirée plus difficile, ben tu as les deux autres. Donc, non, le succès, c'est pas nécessairement relatif à la somme du talent. Sauf que plus tu as de talent, ben, si tu en as un qui connaît une mauvaise soirée, ben, au moins tu as tous les autres là, qui sont en mesure de t'aider. On passe donc du joueur qui a remporté le titre de joueur par excellence de la NBA à un finaliste, Joel Embiid. Joel Embiid qui était un cas incertain en raison de sa déchirure à un ménisque. Donc, on doutait de sa présence dans cette série-là. Et une fois que, justement, on a appris qu'il était pour jouer dans cette série-là, donc dans le match numéro 1, on se demandait à quel point Embiid allait être efficace sur le terrain. Match numéro 1, performance de 39 points. Match numéro 2, performance de 40 points. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, messieurs, mais pour moi, la clé dans cette série-là, c'est pas Embiid, c'est Trae Young. Trae Young du côté des Hawks, il a connu tellement une bonne première demi dans le match numéro 1, 25 points. On a décidé du côté de Doc Rivers de lui opposer Danny Green et 19 de ces 25 points-là pour Young ont été marqués pour Green. Par la suite, on a mis Simmons et Thibault sur lui. On a terminé avec 10 points en deuxième demi pour Trae Young. Et par la suite, ben, c'est Simmons qui surveillait pour la grande majorité du match Young dans la rencontre numéro 2. Il a terminé à 21 points, 1 en 7 à 3 points, 37,5% du plancher. Ben Simmons, non, il n'a pas gagné le titre de joueur défensif par excellence. On y reviendra, ça c'est aller à Rudy Gobert. Mais présentement, Ben Simmons sur Trae Young, je pense que c'est l'affrontement qui change vraiment la donne. J'aimerais vous entendre, messieurs, sur cette série-là, à commencer par Charles. Oui, je pense que tu as mentionné le point important, le changement de défenseur là-dessus. Puis, je vais te faire une courte parenthèse, mais moi, c'est quelque chose des fois qui m'énerve un petit peu dans plein de sports, hein, quand on donne beaucoup de crédit des fois à certains entraîneurs pour faire des ajustements, mais des fois, je me dis, oui, mais pourquoi on ne l'a pas fait dès le début? Tu as à peu près le meilleur défenseur de périmètre de l'NBA, puis un gars qui est parfait pour défendre sur Trae Young parce qu'il est 6 pieds 10, il a des longs bras, il a la vitesse qu'il faut, il est beaucoup plus fort physiquement, il peut tout compliquer. C'est comme si on dit, bon, on ne le mettra pas dessus. Puis dans certains cas, je comprends des fois pourquoi les équipes font ça quand le gars, on se dit, c'est qu'on ne veut pas qu'il dépense trop d'énergie en défense parce qu'on veut qu'il score 25-30 points de l'autre côté. OK, je peux comprendre ça, mais dans le cas de Simmons, c'est pas ça son rôle offensivement. Donc, je me dis... 4 points. 4 points lors du match numéro 2. Puis après, je me dis, OK, des fois, les équipes veulent se garder comme un petit joker dans leur manche là, pour dire, bon, ben OK, si le plan A ne marche pas, au moins on a un plan B. Ben oui, mais ça t'a coûté un match aussi. Tu as perdu le match numéro 1 parce que je regardais les stats officielles. Danny Green a défendu Trae Young 55% des possessions dans le match numéro 1. Dans le deuxième match, c'est tombé à 4%. Ben Simmons, lui, dans le match numéro 1, a défendu Trae Young 11% du temps. C'est monté à 45% dans le match numéro 2. Ben, ils ont gagné aussi, puis ils mèneraient 2-0 probablement s'ils l'avaient fait dès le début. Fait que, tu sais, des fois, je me dis, les entraîneurs, puis je fais cette profession-là, on reçoit du crédit pour faire ces ajustements-là. Quand moi, je me dis, mais il me semble que le point de départ, c'est que la seule façon que les Hawks peuvent inquiéter les Sixers, c'est que Trae Young, il fasse des matchs à 35 points, 12 passes. Pas des matchs à 27-8. 27-8 contre les Sixers, ça ne suffira pas. Mais s'il explose, oui, parce qu'autour de lui, il y a Collins, Capella, Bogdanovic, Huerter, etc. Puis,
on a la solution, on a l'antidote, mais on choisit de ne pas l'utiliser dans le premier match. Donc, ça m'a surpris de la part des Sixers. Puis maintenant qu'on a fait cet ajustement-là, puis qu'on dit, bon, OK, Simmons, c'est le meilleur défenseur de la Ligue, on va le mettre sur leur meilleur attaquant. Ben oui, puis Embiid, pendant ce temps-là, il peut se concentrer sur marquer 39-40 points par match. Ben OK, je pense que les Sixers vont gagner cette série-là, à moins que le ménisque de Embiid soit assez douloureux. Je ne suis pas physiothérapeute, mais de ce que je croyais comprendre quand c'est arrivé à certains de mes joueurs dans le passé, c'est que c'est plus une question de gestion de douleur que de blessure qui va s'aggraver s'il joue dessus. Donc, si Embiid est capable de marquer 39-40 points avec la douleur, je pense que les Hawks, leur petite run de cette année va se terminer assez rapidement. L'autre chose là-dessus aussi, Trae Young est le joueur qui va à la ligne de lancer franc le plus souvent dans la ligue. Donc, si tu es capable de limiter à chaque possession, de ne pas le fauter à chaque fois, écoute, Trae Young va être obligé de lancer par-dessus un joueur comme Ben Simmons, qui est plus grand que Danny Green. Et comme tu l'as dit, chapeau à Rivers. Oui, il l'a pas fait lors du match numéro 1. Peut-être qu'il est un peu têtu. D'après moi, chaque entraîneur est un peu têtu, Charles. Petite fleur. Mais au moins, il l'a fait. Il n'a pas attendu 4 matchs pour le faire. Fait il l'a fait match numéro 2, puis là, c'est la recette gagnante, puis il l'a fait. Mais de l'autre côté, écoute, Clint Capella, il doit voir Joel Embiid parce qu'il doit faire des cauchemars à chaque soir. Là. C'est incroyable, les statistiques d'Embiid. Moi, le pire là-dedans, c'est que j'ai pris Atlanta parce que j'étais sûr que Joel Embiid n'allait pas revenir au début de la série. Et là, si ça va dans une longue série, les joueurs des Hawks gagnent confiance. Sont à leur première série, là, la plupart des joueurs de cette équipe-là. Donc, mais là, tu vois, Joel Embiid est là, puis écoute, 39-40 points en 2 matchs. Je pense pas qu'ils n'ont aucune réponse pour lui. Puis on a mis le meilleur joueur, Simmons, sur Trae Young. Je pense que, je veux pas dire les carottes sont cuites pour les Hawks, là, mais la pente va être extrêmement dure à revenir. Là. Il faudrait qu'il arrive malheureusement quelque chose à un des joueurs des Sixers, de Joel Embiid, pour ne pas le nommer, pour que cette série-là reste un peu plus serrée. Mais pour l'instant, c'est ça. Ça a été une grosse victoire, 118-102, match numéro 2 pour les Sixers. Et on a appris que DeAndre Hunter va rater également le reste de cette série-là. Donc, DeAndre Hunter, qui a raté la majorité de la saison en raison d'une blessure à un genou, ne sera pas donc en uniforme pour le reste de cette série-là. Et j'ai eu la chance d'écrire ce match numéro 2, messieurs, avec William Archambault. Il y a 2 aspects. En fait, il y a un aspect de chaque côté là, qui m'a vraiment frappé. Les joueurs substituts du côté des Hawks, Kevin Huerter avec 20 points, Danilo Gallinari avec 21 points. Le banc des Hawks, depuis le début des matchs éliminatoires, là, pour moi, c'est vraiment ce qui fait la différence. C'est ce qui permet à cette équipe-là de demeurer dans chaque partie. Et tu sais, oui, c'est une belle victoire de 118-102. Parfait. Mais honnêtement, là, cette victoire-là des Sixers, pour moi, oui, c'est une victoire d'équipe, là, mais lorsque Doc Rivers a envoyé Shake Milton là, qui a été absolument exceptionnel sur le terrain, donc en deuxième demi, c'est lui qui a tout changé parce que depuis le début du match, on voyait les Sixers prendre une avance de 7, 8, 9, 10 points. Les Hawks revenaient. Chaque fois, c'est arrivé 5 ou 6 fois. Et là, soudainement, Shake Milton arrive, décoche 4 tirs de 3 points de suite, 12 points. Je pense qu'il était 12 points en 7 minutes. Il a terminé la rencontre avec 14 points en 14 minutes. Et c'est ultimement ça qui a fait la différence. Moi, je m'inquiète pour le banc des 76ers. Tant que Joel Embiid va marquer plus de 30 points, c'est correct. Mais mon point, c'est qui d'autre va marquer? Est-ce que Seth Curry est vraiment un marqueur de 20 à 25 points soir après soir? Simmons, comme tu l'as dit, a terminé avec 4. Tobias Harris avec 20. Je pense qu'on aura probablement droit à une plus longue série que ce qu'on croit. Atlanta a réussi à reprendre le rythme dans sa série contre les Knicks de New York lorsque la série s'est transportée devant leurs partisans, devant ses partisans à Atlanta. Donc, j'ai vraiment hâte de voir où s'en va cette série-là. Messieurs, si vous voulez bien, on va passer à la dernière série entre les Clippers et le Jazz. Et j'ai un nom pour vous. Je vais commencer par Max. Paul George. Paul George s'est transformé en Pandemic P encore une fois dans le match numéro 1 contre le Jazz. Essentiellement, sa contre-performance, sans vouloir mettre le blâme sur lui, absolument, a connu une soirée vraiment misérable.
Où tu vois cette série-là aller, Max? Moi, je pense que ça va en 7. Je pense que ça va être une série. Il faut mentionner, oui, d'un côté, Paul George a eu une soirée atroce, mais de l'autre côté, Donovan Mitchell est sorti avec 45 points sur 30 tirs. Est-ce que c'est la moyenne qu'il va avoir pour le reste de la série? Je ne le crois pas. Je pense que c'est un joueur qui est capable de donner 20 à 25 points à chaque soir. Mais ça t'a permis, tu as eu besoin d'une grosse performance de Mitchell pour gagner un match qui a seulement été par 3 points. Moi, je pense que cette série-là va se rendre loin. Ça a été un match, totalement à l'avantage des Clippers, je pense, les 2 premiers quarts. Après ça, Utah est revenu là, avec les performances de Mitchell, mais je pense que ça va être une partie d'échec. On parle d'entraîneur, il va y avoir des ajustements à faire d'un côté comme de l'autre. Je ne m'attends pas à ce que Paul George lance 4 en 17 tout le long de la série. Mm-hmm. Mais en même temps, de l'autre côté, Utah, c'est une équipe complète. C'est pas pour rien qu'on finit premier cette saison. Mon vote d'entraîneur de l'année allait à Quinn Snyder pour l'ensemble de son œuvre. C'est pas lui qui l'a eu. Mais d'après moi, là, écoute, j'ai mis Utah en 6 dans mes prédictions, puis je serais pas surpris que ça soit Utah en 7 ou Clippers en 7. Là, je pense que ça va se rendre loin, cette série. Oh, je pense qu'on a perdu Alex maintenant. Bon. Alors, Charles, si tu peux prendre le lead puis me dire, Max, t'es un prophète et que t'as raison ou t'as complètement tort. Ben, je suis partiellement d'accord. Je suis d'accord sur le résultat. Je pense que c'est une série qui va aller loin parce que tu as une belle opposition entre une équipe qui, à mon avis, joue clairement mieux au basket, mais une équipe qui a Kawhi Leonard. Donc, tu peux pas non plus empêcher de penser qu'à un moment donné, Kawhi va avoir des matchs de 40 points, il va mettre les Clippers sur ses épaules, il va les faire gagner. Par contre, je suis inquiet pour les Clippers parce que bon, oui, le Pandemic P. En passant, j'aime mieux Way Off P que Pandemic P. Je trouve que c'est Way Off. Ouais, Playoff P, j'avais trouvé ça drôle quand ça avait sorti, mais bref, en tout cas, je déteste pas Paul George du tout, mais tout ça pour dire, je pense que Paul George va mieux jouer éventuellement dans cette série-là, mais je reste conscient que dans ce match-là, je veux dire, t'obtiens 4 en 6 de la 3 points de Luke Kennard, t'obtiens un 3 points de Marcus Cousins, un 3 points de Rajon Rondo, 2 de Nicolas Batum, 3 en 5 de Reggie Jackson. Tu sais, les joueurs de rôle des Clippers ont fait un excellent match. C'est Kawhi et Paul George. Kawhi a été assez fade, assez moyen pour ses standards à lui. Paul George n'a pas été bon. Mais du côté du Jazz, entre guillemets, on peut difficilement être plus mauvais qu'on a été en première demi. Il manque 21 tirs de suite. Il y a bien des gens qui disent « Ouais, mais les Clippers, le voyage, nanana. » Ouais, mais des fois, de jouer à tous les 2 jours, ça te permet de garder ton rythme. On dirait que on dit en anglais « rust or rest hein, », le repos ou la rouille. Puis finalement, c'est la rouille qui a semblé avoir plus d'impact en première demi. Peut-être en deuxième demi, ça a été le manque de repos des Clippers. Mais en quelque part, pour moi, c'est pas comme si Utah a fait un match fantastique. Je veux dire, ils ont quand même marqué 21 tirs de suite, puis ils se retrouvent moins 13. Ils reviennent de ça. Tu regardes le match, tu as l'impression que c'est eux la meilleure équipe. Puis oui, Donovan Mitchell, il a fait 45, je comprends ça, qu'il a fait un très bon match, mais tu sais, Donovan Mitchell, il est déjà rendu à 12 matchs de 30 points en série sur, je pense, une trentaine de matchs joués dans sa carrière. C'est celui, je pense, qu'à part Will Chamberlain et Michael Jordan, j'avais vu une stat sortir sur les réseaux sociaux, je ne l'ai pas malheureusement devant moi, mais qui a le plus de matchs de 30 points dans sa carrière en séries éliminatoires. Donc là où tu disais... Donovan Mitchell, c'est un gars qui ne donnera pas ça tous les matchs. Je ne serais pas surpris que Donovan fasse d'autres matchs de 37, 38, peut-être pas 45, mais je le vois pas tant que ça être à 20-25, surtout si Conley n'est pas là, puis qu'il prend vraiment l'attaque du Jazz sur ses épaules. Et les Clippers n'ont pas tant que ça de solutions, même si Kawhi Leonard est un excellent défenseur, mais Mitchell avait des belles solutions contre Kawhi Leonard dans le 4e quart pour vraiment mettre le Jazz sur ses épaules. Puis je trouve qu'au final, l'équipe qui a peut-être le moins bien joué, à part à la fin du match, c'est le Jazz, puis ils ont quand même gagné le match. Donc,
si le Jazz gagne le match numéro 2, de dire que les Clippers vont les battre après ça 4 fois sur 5, je veux dire, je pense que les Clippers ont des ressources, je pense qu'ils vont étirer cette série-là, mais je serais inquiet si j'étais un fan des Clippers en ce moment parce que ce que j'ai vu d'eux autres, je me dis, ben, le jour où Paul George et Kawhi vont mieux performer, ça va probablement être au détriment de leurs joueurs de rôle. Donc, j'ai pas une confiance énorme envers les Clippers, mais je peux bien entendu me tromper parce que dans l'absolu, je pense qu'ils ont le meilleur joueur dans la série. Donc, quand tu as le meilleur joueur dans la série, tu as toujours une chance. Oui, donc les séries éliminatoires qui se poursuivent à l'antenne de RDS. Demain, on vous présentera à l'antenne de RDS 2, si ma mémoire est bonne, le match numéro 3 de la série entre les Hawks et les Sixers. Vous serez accompagné de Mathieu Jolivet. Et honnêtement, j'ai aucune idée de qui sera analyste. Probablement Peter, si c'est pas toi, Max. Ben, c'est pas moi puis c'est pas Charles, donc c'est soit Will ou Peter. Et comme je sais que c'est pas Will, ça sera donc Peter avec Mathieu Jolivet. Donc, ça va se passer demain. En une quinzaine de minutes, messieurs, j'aimerais qu'on fasse peut-être le tour des nouvelles récentes du côté de la NBA, notamment des formations qui ont été éliminées au premier tour. Et à tout seigneur, tout honneur, j'aimerais parler un peu de LeBron James. LeBron James qui va changer, d'ailleurs, son numéro pour le numéro 6. Mais plus important encore, on sait que LeBron James, c'était la première fois qu'il faisait partie d'une formation éliminée en première ronde des séries éliminatoires. Max, pour toi, cette élimination-là hâtive de LeBron James, est-ce que ça change quoi que ce soit à son legs? Est-ce qu'on peut retenir la saison 2020-2021 contre LeBron James lorsqu'on parlera de lui comme peut-être du meilleur joueur de tous les temps? Meilleur joueur de tous les temps, là, c'est un débat pour un autre podcast, mais je pense pas, dans son leg, il faut mentionner qu'il a gagné 14 séries en première ronde avant d'en perdre une. Donc, est-ce qu'on peut le remettre contre lui? Je pense que tous les haters de LeBron James vont essayer de remettre ça devant lui, mais il faut que tu regardes l'ensemble de l'œuvre et pas juste cette série-là. Si tu regardes les circonstances, LeBron a été blessé en fin de saison. Cette saison, écoute, ça a été une saison, je pense que j'ai regardé les statistiques, là, il y a eu plus de joueurs blessés en pourcentage que dans n'importe quelle autre saison. Des joueurs vedettes, à cause qu'on a essayé, des joueurs vedettes en plus. On a essayé d'écourter cette saison-là, de la compacter et parce qu'on pensait un peu avec notre portefeuille. Quand je dis un peu, c'est beaucoup avec notre portefeuille. Mais je pense pas, non. Tu peux pas enlever mettre ça contre lui là, en termes, je pense que les joueurs de soutien des Lakers ont vraiment pas aidé LeBron et AD. Anthony Davis s'est blessé aussi à la fin de la série. LeBron, Charles, tu parlais de rouille un peu. Je crois qu'il était un peu rouillé au départ parce qu'il était blessé. Mais en sommaire, moi, je ne mettrais pas ça contre lui. Là. Moi, je regarderais plutôt dire hey, ça a pris 15 séries de première ronde avant d'en perdre une. C'est quand même remarquable. Charles, du côté des Mavericks de Dallas maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Où on va avec cette équipe-là? On avait amené Kristaps Porzingis pour qu'il soit le numéro 2 de Luka Doncic. Clairement, en séries éliminatoires, cette année, en tout cas, c'est pas exactement ce qui s'est produit. Tim Hardaway Jr. devient joueur autonome, donc même si tu le re-signes, tu vas le re-signer plus cher, donc la valeur ne sera pas aussi intéressante pour les Mavericks. Qu'est-ce qui va se passer, selon toi, avec cette formation-là dans l'entre-saison? C'est une très bonne question parce que c'est toujours facile pour le fan moyen de dire « Ah, Porzingis, ça marche pas, il faut l'échanger. » Mais attends, Porzingis, qui va en vouloir? Puis c'est quoi l'échange que tu arrives à construire pour lui? Parce que c'est une chose de dire « faudrait l'échanger ». Après, la question, c'est que tu veux pas l'échanger contre le 12e joueur d'une autre équipe non plus. C'est parce que tu voudrais une amélioration à cette position-là. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu trouves un échange qui fonctionne avec quelqu'un qui a un salaire à peu près adéquat. Puis, je veux dire, les joueurs qui ont des salaires qui ressemblent à Kristaps Porzingis, c'est pas comme si tu allais appeler les Warriors pour leur dire donne-nous Steph Curry, on a besoin de lui à côté de Doncic. Ils vont dire OK. Donc, c'est pas si simple que ça, malheureusement. C'est sûr que, schématiquement, je trouvais ça un peu dommage de voir Porzingis un peu mis à l'écart. J'adore Luka Doncic, je le trouve phénoménal. Je suis un grand fan de lui depuis ses jours en Europe, mais il reste que je pense qu'à un moment donné, on y met un fardeau un peu trop lourd sur les épaules. Puis Doncic, comme je le disais, c'est fabuleux de le voir performer à ce niveau-là, mais il ne peut pas battre une équipe comme les Clippers sans avoir au moins un peu plus d'aide que ça. Je veux dire, ça ne peut pas être Tim Hardaway Jr., ton deuxième meilleur joueur, puis penser que tu vas aller battre l'équipe de Kawhi Leonard. Donc, pour moi, c'est vraiment de se poser la question, est-ce qu'on est capable d'obtenir quelque chose pour Porzingis? Et sinon, comment schématiquement on peut s'organiser
Porzingis, est-ce que Portland, par exemple, peut être intéressé par un échange de CJ McCollum pour Kristaps Porzingis? Ça, c'est un échange qui fonctionne. Est-ce qu'à Portland, qu'on a besoin probablement aussi de changer les choses par rapport au duo de joueurs un peu similaires qu'on a, Lillard-McCollum, puis d'avoir un grand qui est bon au lieu d'un autre petit qui est bon? Peut-être, mais peut-être pas aussi. Peut-être qu'on n'est pas intéressé du côté de Portland avec les blessures de Porzingis, tout ça, puis l'entente qu'il y a aussi entre McCollum et Lillard. Mais un joueur comme McCollum, par exemple, pourrait être un beau lieutenant pour Doncic, un joueur qui est capable de créer autour de lui. La problématique de Dallas, en réalité, c'est aussi le fait qu'eux, ils s'étaient positionnés pour cet été avoir de l'argent dans le cap salarial, et c'est le dernier été qu'ils vont en avoir pour presque une décennie, là, ou une demi-décennie. Parce qu'ils vont signer Doncic, c'est ça, Superman. Doncic est à la dernière année de son contrat recrue, donc ils ont de la place maintenant. Dans un an, le salaire de Doncic va exploser, va passer de 7-8 millions par année à 30. Donc, à partir de ce moment-là, ils n'ont plus de place, ils ne peuvent plus additionner personne de renom. Et eux espéraient, ils étaient parmi les candidats pour faire une offre à Giannis Antetokounmpo cet été, voir d'autres joueurs qui auraient pu potentiellement être disponibles comme Rudy Gobert, Paul George, ou les joueurs recrues comme Tatum, De'Aaron Fox, si jamais un de ces joueurs-là n'avait pas signé d'extension. Mais là, tous ces joueurs-là sont plus sur le marché. Donc, qui tu vas chercher? Je veux dire, est-ce que ça vaut la peine d'aller chercher DeMar DeRozan? Est-ce que c'est ça qui change la donne pour les Mavericks d'avoir un joueur comme lui? Je ne sais pas si on va préconiser ça. Est-ce qu'on est capable d'avoir quelqu'un? Ou alors tu prends ton argent, tu re-signes Tim Hardaway Jr., tu essaies de trouver quelqu'un contre Porzingis, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Puis je terminerai en disant, j'étais un petit peu déçu schématiquement des Mavericks en playoff aussi, parce que j'ai trouvé que Marjanovic est intéressant quand on l'a fait jouer. Puis il y a des moments critiques dans la série où on a sorti Marjanovic pour faire jouer des joueurs qui ne représentaient aucun danger pour les Clippers. Et ça, je pense que ça a été une erreur, parce que Marjanovic était le genre de joueur, quand ils se sont mis à blitzer Luka avec sa taille, qui créait un vrai problème pour les Clippers. Puis il y a des moments clés où, 4e quart, je pense, du match numéro 6, tu te retrouves avec Kleber et Powell sur le terrain en même temps. Les Clippers, Kawhi s'est mis à assassiner les Mavericks de l'autre côté, puis la série s'est jouée là. Donc, je pense que les Mavericks ont certainement un peu de brainstorming à faire au niveau de comment on veut organiser ça, plutôt que juste dire, écoute, Luka, on va faire un pick and roll pour toi, puis tu vas à la chasse au match-up, puis tu fais ce que tu peux. Donc, j'ai hâte de voir quelle est la suite pour eux, parce que tu as un des meilleurs joueurs de tous les temps entre les mains, tu ne veux pas gaspiller ça. Max, également, du côté des rumeurs de transactions, on a parlé de John Wall, possiblement avec les Knicks. John Wall, qui va avoir 31 ans, va gagner 43 millions la saison prochaine, 47 en 2022-2023. Et également, du côté des Celtics de Boston, on sait que Danny Ainge a pris sa retraite. On a parlé de ça la semaine dernière, sera remplacé par Brad Stevens. Et là, semble que Kemba et les Celtics cherchent une fameuse séparation à l'amiable. Walker va gagner 36 millions la saison prochaine. Et ensuite, son contrat va venir à échéance au terme de la saison 2022-2023. Option pour Kemba Walker de 37,7 millions de dollars. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer dans le cas de Kemba Walker? On sait que du côté de Danny Ainge, on a essayé d'échanger Kemba Walker dans une transaction, selon certaines sources là, qui ont été mises de l'avant récemment. On a voulu l'échanger pour Jrue Holiday. Holiday s'est retrouvé finalement avec les Bucks de Milwaukee. Kemba Walker ne l'aurait pas nécessairement bien digéré. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer avec Kemba Walker? Il faut mentionner que c'est le 10 juin, là, donc en ce moment, c'est juste des rumeurs, donc des spéculations. Ça. On jase, là. Mais tu viens de mentionner 2 joueurs, mais c'est 2 joueurs qui ont l'étiquette qui sont maganés. John Wall est blessé à profusion et Kemba Walker est blessé à profusion depuis les dernières années, mais je pense que les 2 joueurs vont changer d'adresse. Où exactement ils vont aller? Les Knicks sont peut-être une option, mais du côté des Knicks, est-ce que tu veux vraiment mettre de l'argent à investir dans un joueur pour une année quand tu viens tu es en train de construire un noyau, tu es en train de construire quelque chose, tu n'essayes pas de précipiter les choses. Je pense que ton jeune noyau est excellent, mais est-ce qu'un Kemba Walker pourrait aider les Knicks? Oui, mais est-ce que côté masse salariale et tout ça, là, il faudrait que je regarde, mais moi je crois que ces 2 joueurs-là vont changer d'adresse. Je pense que John Wall à Houston est
pas content. Houston s'en va carrément dans le mur ou en mode reconstruction. Et du côté de Kemba Walker à Boston, ben, on a su à travers les branches, c'est ça qui n'était pas content, que Danny Ainge a essayé de l'échanger. Ça est sorti publiquement. Moi, j'étais tout à fait fier de Boston quand ils sont allés chercher Kemba Walker des Bobcats. Je me suis dit, écoute, cette équipe-là vient d'aller aller chercher le joueur qui était, je pense, le plus convoité sur le marché. Mais on voit qu'après année, ben, il s'est reblessé. Ça a été difficile pour lui. On a eu l'émergence de Tatum et Brown, donc Kemba était comme rendu la troisième option, je pourrais dire. Mais d'après moi, j'ai bien hâte d'entendre Charles là-dessus, mais moi, ces deux joueurs-là, d'après moi, vont changer d'adresse. L'autre chose aussi, j'entends souvent, c'est DeRozan. Est-ce que DeRozan va peut-être aller avec les Wizards pour faire un trio avec Westbrook et Bradley Beal? Ça aussi, ça serait intéressant, mais encore une fois, c'est des rumeurs, puis Dieu sait qu'il y en a dans la NBA. C'est pas une ligue où ce que les joueurs vedettes restent à la même place pendant 20 ans. Les joueurs aiment ça, créer des super équipes. Et c'est sûr qu'il va y avoir du mouvement cet été. Oui, moi, je pense que John Wall et Kemba, c'est des possibilités, mais ils ne sont pas simples à échanger avec leur contrat. C'est ça. C'est ça, tu sais, John Wall, tu le proposes à la Ligue. Hey, qui veut payer 91 millions sur les 2 prochaines saisons à John Wall? Je veux dire, tu vas entendre les criquets. Il n'y a personne qui... Le seul contrat pour lequel il était échangeable, il a déjà été échangé contre lui, c'était Russell Westbrook. Puis ça, c'est une vraie problématique. Ça pourrait être un sujet dans un podcast plus tard aussi, mais quand les gars signent le contrat Supermax, presque instantanément, dès qu'ils mettent l'encre sur le papier, ça devient un contrat horrible pour leur équipe. Mais pour certaines organisations, qui ne sont pas des organisations glamour, si je peux le dire comme ça, tu repêches un joueur, le joueur est excellent. John Wall, c'est le parfait exemple. John Wall, c'est un excellent joueur. C'est plusieurs matchs des étoiles, c'est des sélections All-NBA, c'est plus de 20 points, 10 passes de moyenne. Mais tu sais en même temps qu'il ne va pas te gagner le championnat, John Wall. Il est parfait pour être entre le 12e et 20e meilleur joueur de la Ligue. Tu n'as pas le choix de le garder parce que si tu le perds, c'est une énorme perte pour ta franchise. Donc, tu y offres le contrat Supermax. Donc, lui, il l'accepte pour remplir son compte en banque. Donc, tu lui dois 200 millions ces 4 prochaines années. Puis, le gars ne performe pas à cette hauteur-là. Puis, tu essaies de l'échanger, ça devient complexe. Donc, c'était le cas un peu pour Westbrook à OKC. C'est le cas pour John Wall. C'est le cas pour plusieurs joueurs qui signent ces contrats-là. Donc, tu es coincé avec ces contrats-là qui sont peut-être bons pour 1 an ou 2, puis après ça devient tragique. Kemba Walker, je pense que tous les fans des Celtics aimeraient avoir une meilleure version de meneur de jeu de Kemba Walker, mais encore une fois, à qui? C'est pas comme si tu appelles Golden State. Hey, on veut Steph Curry, OK, prends-le. Ça ne se passera pas comme ça. Donc, qui va vouloir Kemba Walker, un garde de 5 pieds 11 qui est une faiblesse défensive? Bon, il peut combattre ça en étant très bon en attaque quand il est en santé. Comme tu disais, Max, est-ce qu'il va être en santé? Est-ce que, bon, ça, c'est une vraie question. Fait que c'est ça en réalité. Donc, je pense que oui, ces gars-là vont être dans des rumeurs d'échange, mais parce que John Wall n'a rien à faire à Houston. Mais bon. Après, pour New York, ça peut avoir du sens parce que tu n'as pas beaucoup de talent à New York et tu as surperformé clairement cette année. Donc, tu pourrais aussi avoir un retour à la normale l'année prochaine. Il surprend. Cette année, plein de monde les sous-estimait. L'année prochaine, les gens vont les sous-estimer moins. Donc, c'est pas une surprise si les Knicks plafonnent avec la même équipe l'année prochaine, voire même gagnent 3-4 matchs de moins. Et tu manques de talent en ce moment. Donc, c'est à moins que tu aies une vraie option d'agent libre à signer, mais il n'y a pas vraiment de gros joueurs sur le marché. Il n'y a pas les Giannis et compagnie. Donc, peut-être tu peux te dire, regarde, simplement pour avoir un meilleur joueur qu'Elfrid Payton, on pourrait prendre John Wall, puis accepter de payer cet argent-là en attendant de redevenir un marché attractif pour certains gros agents libres, alors que les gars, ils nous ont dit non il y a 1 an ou 2. Donc, dans ce sens-là, je peux comprendre que les Knicks pourraient dire « Oui, regarde, notre masse salariale d'aujourd'hui, on n'en a pas besoin tant que ça. On en a besoin dans 2 ans, par exemple. » Le problème avec Kemba, c'est son option de joueur que lui va sûrement activer à moins de se faire garantir de l'argent à long terme. Donc, peut-être t'es mieux d'y aller avec une solution à court terme, dire « Regarde, quand on n'aura pas Derrick Rose sur le terrain, on va voir John Wall, puis on va survivre avec ça. Ça nous fait un peu plus de talent. Puis après, il arrivera ce qui arrivera. Ouais, dans les autres nouvelles, messieurs, Tom Thibodeau nommé entraîneur de l'année. Rudy Gobert, pour la 3e fois, nommé joueur défensif par excellence de la NBA. Il y a 4 joueurs dans l'histoire de la NBA avec 3 titres de joueurs défensifs de l'année ou plus. Dikembe Mutombo, Ben Wallace, Dwight Howard et Rudy Gobert qui devient le 4e. En terminant, j'aimerais vous entendre par le congédiement de Nate Bjorkgren du côté des Pacers.
après une seule saison à la barre des Pacers, l'Indiana doit engager un 7e entraîneur lors des 20 dernières saisons. Tout d'abord, Max, sur le terrain, clairement, ce n'était pas Nate McMillan qui était le problème de cette formation-là. Et par la suite, Charles, j'aimerais t'entendre sur Nate Bjorkgren, le coach. Je sais qu'évidemment que tu as eu la chance de le côtoyer avec les Raptors 905 alors qu'il était adjoint à Nick Nurse. Donc, tout d'abord, Max, sur le terrain, qu'est-ce que tu penses de la saison des Pacers? Qu'est-ce qui va se passer la saison prochaine? Et par la suite, là, Charles, sur Bjorkgren. Ben, je pense que de un, pour les Pacers, là, je ne sais pas, est-ce que Larry Bird est encore directeur là-bas ou je ne sais plus c'est qui le GM, là, mais on a le doigt sa cachette assez rapidement. C'est assez rapide, hein? Des fois, il faut que tu laisses un peu la chance aux coureurs. Là, puis après une saison, bon, tu regardes les Pacers, on a fini 9e, on s'est qualifié dans le tournoi play-in, mais on a commencé la saison, Oladipo était blessé, on l'a échangé, on est allé chercher Caris LeVert pour prouver que lui aussi avait quelque chose. Là, je me souviens plus exactement le détail, mais donc on n'a pas eu un joueur rapidement sur le terrain. Mais les Pacers, pour utiliser le terme que Charles aime utiliser, c'est une bonne petite équipe. Milieu de peloton, on a un joueur étoile qui est Sabonis, mais qui est un joueur un peu old school. Est-ce que je pense que les Pacers peuvent s'améliorer? Oui. Est-ce que c'est un top 4? Je pense pas. Mais de l'autre côté, on a seulement donné une saison écourtée, une saison de 72 matchs en 5 mois à un entraîneur. Je pense qu'on a été très rapidement sur la cachette du côté de l'organisation des Pacers. Et Max, simplement pour répondre à ta question, non, Bird n'est plus avec cette formation-là. C'est Kevin Pritchard qui est le président des opérations basketball du côté des Pacers. Donc, Charles, maintenant, parle-moi un peu du congédiement de Nate Bjorkgren. Son style, peut-être avec les joueurs, je sais qu'il s'était mis à dos quelques vétérans dans cette formation-là, mais à quoi ressemble ton expérience avec Bjorkgren? Ben, c'est un jeune entraîneur, Nick Bjorkgren. Il est dans la jeune quarantaine. C'est quelqu'un qui a vraiment des très, très grandes qualités d'entraîneur. Moi, j'ai été extrêmement impressionné par lui, puis j'étais pas surpris de voir qu'il obtienne un poste en NBA. C'est dommage pour lui que ça soit passé de cette façon-là, parce que je pense qu'il y a eu un article très assassin là, qui est sorti, je pense que c'est dans Bleacher Report, avec beaucoup d'anecdotes, de choses qui sont arrivées à Indiana, puis je pense que ça va ternir sa réputation, malheureusement, pour lui, parce que c'est pas évident de quand tu te fais congédier parce que tu n'as pas été très bon, c'est une chose. Comme peut-être Ryan Saunders à Minnesota, par exemple. Jeune entraîneur, ça se passe pas très bien. OK, mais bon, les gens, globalement, ont une bonne estime de Ryan Saunders. Peut-être dans 5 ans, 10 ans, il y aura une autre chance. Nate Bjorkgren, ça me fait un peu de la peine pour lui de voir que c'est cette étiquette-là qu'il va avoir sur lui. Surtout, parce que là, je suis un petit peu en désaccord avec ce qui a été dit, mais les Pacers, c'est une équipe qui est très patiente avec ses entraîneurs. Je veux dire, à part là, je veux dire, on a laissé plusieurs années à McMillan, plusieurs années à Frank Vogel, plusieurs années à Rick Carlisle, Jim O'Brien, tous les gars qui sont passés avant ça. C'est le premier entraîneur en une trentaine d'années qui ne dure pas au moins 3 saisons. Donc, dans le milieu de la NBA, 3 saisons, c'est à peu près la moyenne. J'ai envie de dire, à Indiana, tu as toujours au moins 3, voire 4 ans pour faire ton travail. Donc, c'est la première fois qu'on est impatient comme ça. Puis je pense que Kevin Pritchard voulait réparer, entre guillemets, son erreur le plus vite possible et changer la culture dans le vestiaire parce qu'on voulait pas reconstruire l'équipe non plus. Mais moi, Nate Bjorkgren, je pense que c'est un excellent entraîneur, mais je pense que selon ce qui est sorti dans les médias, il y a eu clairement des problèmes de relationnel avec des entraîneurs. Il y a eu la rumeur que Bill Bayno, un assistant de très longue date des Pacers, a quitté en milieu de saison pour des raisons familiales, mais il paraît que c'était parce qu'il ne pouvait plus travailler avec Bjorkgren. Les joueurs aussi, les méthodes de communication, le respect au quotidien. Donc, moi, je n'ai pas personnellement été témoin de ça et j'étais pas au courant que Nate avait des problèmes de relationnel avec des joueurs, si c'était le cas à Toronto. Moi, j'ai quelqu'un qui a été très sympathique avec moi, puis comme j'ai un bourreau de travail, un très bon entraîneur. Mais au jour d'aujourd'hui, le relationnel avec tes joueurs, c'est à peu près ce qu'il y a de plus important et il semble que ça a été ça le problème pour Nate à Indiana. Donc, j'espère qu'il pourra rebondir quelque part. C'est le meilleur ami de Nick Nurse, hein, donc si Nate revient assistant avec les Raptors dans un futur
rapprochés, c'est pas, à mon avis, une énorme surprise parce que c'est vraiment presque deux frères, hein, ces gars-là. Donc, j'espère que Nate pourra retomber sur ses pattes et bien continuer sa carrière en NBA malgré cet épisode un peu douloureux à Indiana. Puis, curieux de voir la suite des choses pour les Pacers aussi parce que, comme Max, tu le disais, c'est une bonne petite équipe. Puis, je ne sais pas à quel point un changement d'entraîneur peut les rendre autre chose qu'une bonne petite équipe avec quelques bons points. Ouais, et c'est drôle parce que je me souviens du premier match entre les Raptors et les Pacers. Fred VanVleet est allé voir Bjorkgren, justement, accolade entre les deux hommes. Donc, clairement, il y a quand même des joueurs qui l'aiment. Il ne doit pas tout faire mal, évidemment, Bjorkgren. Donc, bien hâte de voir ce qui va se passer avec les Pacers d'Indiana. Messieurs, c'est tout le temps que nous avons. Très, très intéressant. Ces 50 dernières minutes, je crois, ça passe tellement vite en votre compagnie. Le temps de vous rappeler que notre prochain rendez-vous, donc ceux qui nous écoutent jeudi, le 10 juin, sur les ondes de RDS, ce sera vendredi, le 11 juin, alors qu'on vous présentera à l'antenne de RDS2, je peux finir par le dire, le troisième match entre les Hawks et les 76ers, la série qui est égale une victoire de chaque côté. Pour notre part, on se retrouve jeudi prochain, donc le 17 juin, pour une autre édition du Balado du Centre-Ville. Encore une fois, Charles Dubébret, merci beaucoup. Max Boudreau, on se retrouve la semaine prochaine. Salut! À bientôt! Salut tout le monde! Bye!